Salut les sorciers! Bienvenue dans le premier épisode des Mercredis Magiques, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des crimes de Grindelwald. Dans cette première vidéo, nous faisons le point sur les questions que l'on se pose sur le premier film des Animaux Fantastiques et auxquels les crimes de Grindelwald devra répondre. Comment Credence, ou Croyance en VF, a-t-il survécu? Pour certains fans, la présence de Credence dans la suite de la saga est plutôt une surprise. Beaucoup le croyaient mort à la fin du premier film. La vision d'un filament de son obscurus s'échappant du métro new-yorkais laissait entendre que le garçon aurait pu survivre à sa dernière confrontation avec Grindelwald. Mais alors, que s'est-il passé exactement? On en sait très peu sur le fonctionnement des obscurus et comment ils sont liés exactement à leur obscurial, c'est-à-dire la personne physique porteur d'un obscurus. Est-ce que les maléfices lancés par Grindelwald ont dissocié Credence et son obscurus? Est-ce que son obscurus a été altéré d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur les pouvoirs de Credence et sur sa maîtrise de la magie? Est-ce que c'est justement l'obscurus de Credence qui lui a permis de survivre, agissant comme une sorte de bouclier magique contre les maléfices lancés par Grindelwald? Quoi qu'il en soit, on a pu voir dans la bande-annonce des crimes de Grindelwald que Credence semble maîtriser davantage son obscurus. Les sorts lancés par Grindelwald pourraient donc l'avoir renforcé et le rendre encore plus redoutable. À quel point Jacob a-t-il oublié son aventure? Dans les crimes de Grindelwald, on sait qu'il refera équipe avec Newt. Le dommage doit donc avoir retrouvé tous ses souvenirs de son aventure new-yorkaise avec le magizoologiste. Mais comment exactement? Pour rappel, à la fin du premier film, les spectateurs découvrent la boulangerie de Jacob, remplie de pâtisseries aux formes rappelant les créatures fantastiques qu'il a croisées lors de son aventure. Alors que sa mémoire a supposément été effacée, il semble aussi reconnaître Queenie lorsqu'elle se rend dans sa boutique. Trois choses peuvent expliquer ces restes de souvenirs, indépendamment les unes des autres ou en conjonction. Première possibilité. Lorsqu'il extrait le venin de démons et merveilles, Newt affirme que, adéquatement dilué, il devrait pouvoir effacer les pires souvenirs. Les Moldus oublient donc le chaos et la destruction, mais l'émerveillement ressenti par Jacob et son amour pour Queenie ne sont pas des mauvais souvenirs. Ils sont peut-être un peu dilués ou enfouis, mais pas entièrement détruits. Deuxième possibilité, Jacob a été mordu par un murlap, un animal connu pour ses propriétés très particulières. Il permet d'apaiser les douleurs magiques et de mieux résister à la magie. De plus, l'effet de la morsure de murlap pourrait avoir des effets inattendus sur Jacob. Comme l'a dit Newt, la biologie des Moldus est légèrement différente de celle des sorciers. Ce n'est sans doute pas un hasard que Jacob touche sa morsure au moment où il revoit Queenie. Enfin, Queenie embrasse Jacob à un moment crucial, alors que ses souvenirs sont en train de s'effacer. Mais surtout, Queenie est une Legilimens, d'un type jusqu'alors inconnu dans l'univers de Harry Potter. Elle pourrait avoir enfoui les souvenirs de Jacob d'une manière ou d'une autre pour qu'il ne s'efface pas entièrement. La question n'est donc pas réellement est-ce que Jacob se souvient de son aventure, mais de quoi se souvient-il exactement? Et comment pourra-t-il retrouver les souvenirs qui lui manquent? Où Grindelwald a-t-il mis la baguette de Suro? Même si la chronologie du vol de la baguette n'est pas particulièrement bien établie, on peut supposer que Grindelwald a déjà obtenu la baguette en 1928. On peut d'ailleurs voir dans la bande-annonce des crimes de Grindelwald qu'il a la baguette de Suro en main, après son évasion du Makusa. Mais ça soulève une question. Qu'en a-t-il fait lorsqu'il avait pris l'apparence de Graves? Nous sommes certains qu'il est déjà le maître de la baguette de Suro car, lors du duel final dans le métro de New York, il laisse tomber la baguette et Tina s'en empare d'un Accio. Si le script est écrit ainsi, et si Grindelwald agit de la sorte, c'est pour que le personnage ne soit techniquement pas désarmé, et donc qu'il ne perde pas le contrôle de la baguette de Suro, ce qui créerait une incohérence par la suite. À moins qu'il ne batte ou désarme Tina ou Newt à l'avenir, mais il faudrait revoir toute la chronologie des maîtres de la baguette. Donc, la baguette dont Grindelwald se sert à New York en 1926, est-ce que c'est celle de Graves? Est-ce que c'est la baguette de Suro qui est protégée d'un sort de désillusion? Dans le premier cas, il a dû cacher la baguette de Suro quelque part, et dans le deuxième, ça expliquerait son aisance lorsqu'il affronte une armée d'aurores expérimentée. Et pendant qu'on parle de Graves, où se trouve le véritable Graves et à quel moment Grindelwald l'a-t-il remplacé? On sait que Percival Graves est un vrai sorcier, pas une création de Gellert Grindelwald. Il est descendant d'un des premiers aurores américains, Gundolphus Graves, et n'est pas arrivé au sommet du département le plus important du Makusa en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Grindelwald a donc pris sa place. Certains livres compagnons du film, de même que David Heyman, le producteur, et David Yates, le réalisateur, ont affirmé que Grindelwald faisait usage de polynectar pour ce faire, ce qui implique, comme on le sait, de maintenir la cible de la métamorphose en vie et de régulièrement récolter des échantillons d'ADN. Donc Percival Graves devrait être en vie quelque part. C'est sans compter la FAQ du site de J.K. Rowling qui, elle, affirme que Grindelwald n'utilise pas de polynectar mais de la métamorphose humaine, rendant Graves moins indispensable vivant. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant de savoir depuis combien de temps exactement Grindelwald se cache sous l'identité de Graves et pourquoi il a choisi ce sorcier en particulier. Qu'en est-il de Thaddeus Scamander, le frère de Newt? Très brièvement mentionné dans le premier film comme héros de guerre,
Théséus est un aurore britannique avec lequel Graves entretenait d'ailleurs une correspondance, selon les interviews données avant la sortie du film. Mais est-ce qu'il correspondait avec Graves ou avec Grindelwald? Est-ce qu'il pourrait être un partisan du Mage Noir ou un agent double? Dans une cinématique de l'aventure Animaux Fantastiques Lego Dimension, Newt lit une lettre de son frère qui décrit la situation en Europe. Ce dernier décrit Grindelwald comme un gars charismatique qui agace les gros bonnets de la classe magique dirigeante. Si on peut se baser sur ces mots pour cerner le personnage, on peut lire une certaine admiration envers Gellert Grindelwald. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que Théséus n'a pas été mentionné par hasard. Et si il correspondait avec le vrai Graves, il a peut-être une idée de ce qui est arrivé à l'aurore américain. S'il joue un rôle d'agent double, il pourrait être un personnage clé pour faire basculer la lutte contre Grindelwald. Que signifient les derniers mots de Gellert Grindelwald adressés à Newt? Will we die just a little? Allons-nous mourir un petit peu? Mourrons-nous juste un peu? Va-t-on mourir un petit peu? Il y a tant de traductions possibles et connaissant Rowling, la nuance pourrait être cruciale. Celle qui a été choisie officiellement en français est « Accepterons-nous de mourir un peu ?» Est-ce que c'est une référence au fait que l'Obscurus et Credence ont survécu? Ou à toute autre chose que seul Newt pourrait comprendre, par exemple lié à Lethal Lestrange, Dumbledore ou son frère Théséus? Peut-être à ce que l'Obscurus pourrait faire au monde magique? Ou plutôt à la quête de Grindelwald des reliques de la mort, puisqu'on sait que celles-ci joueront un rôle important dans la suite de la saga. Quel sera le rôle des créatures magiques? Oui, parce que faudrait pas oublier que la saga s'appelle Les Animaux Fantastiques. La chasse aux créatures magiques du premier film avait un côté un peu enfantin et permettait une réintroduction au monde magique. Mais dans quelle mesure les créatures auront véritablement un rôle dans la suite de la saga? Son nom aura-t-il toujours lieu d'être? Le producteur David Heyman avait déclaré au moment de la sortie du premier film que les Animaux Fantastiques n'évoquent pas seulement les créatures au premier degré, mais aussi celles qui se cachent au fond de chacun d'entre nous, comme c'est le cas avec Credence. On peut donc se demander combien d'autres démons intérieurs nous rencontrerons au cours de la saga. Qui est exactement Lethal Lestrange? L'ami de Newt nous a laissé une impression un peu mystérieuse à la fin du premier film. On la voit très brièvement en photo et sa relation avec Newt a l'air d'être assez ambiguë. Que s'est-il passé exactement entre eux? Est-ce que Newt était vraiment amoureux d'elle? C'est pas vraiment ce que l'actrice a l'air de dire dans ses déclarations autour de la promotion du film. Pourquoi se sont-ils éloignés? Enfin, dernière question, comment s'appelle le Nifleur? Et c'est une dernière question très sérieuse. On connaît le nom des beaux trucs, de la demi-guise, de l'automère, mais comment s'appelle le Nifleur de Newt? On a très envie de savoir, d'autant plus que celui-ci aura des bébés dans le prochain film et qu'il faudra bien pouvoir les différencier. C'était donc toutes les questions que l'on se pose avec Camélia sur le premier volet des Animaux Fantastiques. On vous retrouve la semaine prochaine pour entrer dans le vif du sujet sur ce que l'on sait des crimes de Grindelwald sur la chaîne de Camélia pour la suite des Mercredis Magiques. À mercredi midi!